Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, The Nightmare Before Christmas, Royal Tenenbaums et Arrival. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guilla Saint-Cyr et On jase de film. La formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. C'est les Good, the Bad and the Ugly de sa cinéphilie. Et aujourd'hui, mon invité est l'humoriste Isabelle Sasseville. Salut Isabelle! Bonjour Guilla, Comment vas-tu? ça va très bien toi-même. Ouais, Isabelle, t'es humoriste, t'es aussi la créatrice du hashtag qui me fait bien rire, Secrétariarque, Oui, c'est moi. euh, qui est ton journal quotidien de ta vie de secrétaire. Exact. Ouais. En fait, moi, je suis secrétaire à temps partiel, puis en fait, on est plusieurs artistes là, de la relève Mhm. qui avons des jobs alimentaires, des jobs d'appoint, puis moi, étant donné que j'amène tout ce que je suis là, sur scène, je me dis pourquoi pas ouvrir aux gens un petit pan de ma vie professionnelle à côté. C'est pas une honte. Je pense que c'est ce qui fait mon charme aussi, ma polyvalence. puis, puis, euh, puis c'est ça, ça permet aussi une certaine identification avec le public. Là, je te dirais, j'ai du monde qui vient de me voir des fois après les shows pour me parler de leur vie de bureau. Puis je trouve que ça crée une belle proximité avec le monde. Fait que je l'alimente beaucoup, disons ça comme ça. Complètement. Avant qu'on rentre dans ta liste, peux-tu me dire, c'est quoi tes premiers souvenirs de cinéma dans ta vie? Oh mon Dieu. Premier souvenir de cinéma, déjà, moi, mon éducation cinématographique n'a pas été fait énormément par mes parents, en ce sens que je viens d'une famille de musique Mhm. énormément. Les gens tripaient beaucoup musique, mais pas tant cinéma. C'est quelque chose, c'est un chemin que j'ai dû parcourir seul. J'ai été introduite, bien sûr, à aller au cinéma par mes parents. Le premier film que j'ai vu, c'est Le Livre de la jungle Oh, de ok. Disney. J'avais 4 ans. Il était projeté en dessin animé. C'était vraiment Mhm. le premier livre de la jungle. Donc, c'est le premier film que j'ai vu dans une salle de cinéma. Euh, Ça m'a beaucoup marqué, mais j'ai trouvé ça long parce que j'avais 4 ans. Ouais. Puis qu'à 4 ans, tout ce qui dépasse 15 minutes, où est-ce qu'il faut que tu restes assis en silence, c'est très long. Donc, ça, c'était mon premier souvenir. Euh, Autrement, j'ai vu beaucoup, beaucoup de dessins animés, là, Ouais. Disney et compagnie, quand j'étais enfant. Les grosses cassettes Bien sûr, j'ai blanches. pleuré pendant Le Roi Lion. Oui, les grosses cassettes blanches. Oui. Euh, c'est ça, j'avais La Belle et la Bête, moi, chez nous, quand j'étais plus jeune. Ça a été le film de Disney que j'écoutais le Hmm. plus. Je connaissais toutes les chansons. Les chansons sont très bonnes dans La Belle et la Bête. Oui, tout à fait. Ça, faut se le dire. C'est un des films où les chansons sont les meilleures, tant qu'à moi. Mhm. Toutefois, l'histoire, so-so, les filles, essayez pas de changer des monstres. C'est pas un beau message à envoyer aux enfants. Avec l'œil féministe, là, par après, là, tu fais, Mhm. là là. C'était tout un mandat, puis la plupart des femmes, ben, ils réussissent pas. La plupart des femmes, ils se C'est mettent sûr. en maison d'hébergement pour femmes battues, puis, puis ils ont des problèmes. Fait que faites pas ça, les filles, ça vaut pas la peine. Effectivement. Sinon, Euh, c'est né comment ton amour du cinéma ou ben t'es quelqu'un qui regarde beaucoup de films, ça oui. vient d'où cette passion-là? À quel moment tu t'es dit OK, ce médium-là, je l'aime vraiment? Ben, déjà, moi, j'ai une formation de comédienne à la Oui. base, pas d'humoriste, là. J'ai pas étudié à l'école de l'humour. Donc, de par ma formation, moi, c'est sûr que je voulais jouer dans les films. Ça, c'est une première affaire. Je pense que ce qui m'a le plus frappé du cinéma versus un autre médium d'écran, là, mettons, comme la télé, là, Mhm. pour moi, la grosse différence, ça a été le peu d'importance qu'on accorde au texte en cinéma, parfois, qui, euh, qui est comme une espèce de soulagement. Tu sais, quand tu es un interprète
de fiction, souvent ton premier contact avec le médium de fiction, c'est le théâtre, où il y a juste ça, les mots. Il y a absolument que ça. Puis c'est ça à quoi tu dois te rattacher absolument. Au cinéma, le silence, c'est important. Au cinéma, l'image est un personnage. Puis je pense que c'est ça qui m'a le plus fasciné. C'est le fait que l'image, l'ambiance, tous les autres médiums artistiques qui se mettent ensemble pour faire le film sont aussi importants que les dialogues puis les acteurs. Pour les grands films, du moins, là. Puis je pense que c'est ça qui m'a intéressée dès le départ. Parfait. On va rentrer dans ta liste justement avec un premier film qui est un film pour enfants, peut-être enfants un peu plus vieux que pour les tout petits, disons. The Nightmare Before Christmas de Henry Selick. C'est un film de 1993 avec Danny Elfman et Catherine O'Hara. Danny Elfman fait la voix chantée de Jack Skellington. C'est une comédie musicale, c'est un film d'animation image par image, du claymation, comme on appelle. Qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que t'aimes de Nightmare Before Christmas? Moi, déjà, il faut que je spécifie, là, la première fois que j'ai écouté ce film-là, j'ai pas été capable de le finir parce que j'avais peur. J'étais peur partagée. Je devais avoir 8-9 ans. J'étais très, très peureuse, moi, comme enfant. Même comme adulte, je suis quelqu'un qui a la frousse facilement quand c'est bien fait. Si c'est pas bien fait, par exemple, je ris beaucoup. Il y a énormément de films d'horreur où je fais juste rire. Pour vrai, ça me fait rire à un point, là. Puis, The Nightmare Before Christmas, j'étais très, très impressionnée. Fait que j'ai pas été capable de le terminer la première fois. Je me suis risquée l'année d'après à l'écouter en me disant, bon, Lisa, là, ça va faire. Et là, j'ai été capable de le finir. Puis, je suis franchement tombée en amour. C'est un film, après, que j'ai revu énormément de fois, quitte à rendre mes parents fous un peu, là. Oui. Il y a vraiment un été où est-ce que je pense que je l'ai regardé tous les jours de l'été. OK. Non, j'étais mordue, là. C'est obsédé, là. Ah, c'était juste le meilleur film que j'avais vu de ma vie, mais tu sais, je devais avoir vu genre 15 films, tu sais. C'était pas... Mais ça reste encore un bon film pour moi parce que déjà, l'histoire est intéressante. C'est pas très convenu comme histoire. Je résume pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film. C'est une histoire où on arrive dans un royaume de contes de fées où chaque fête de l'année a son village et son comité organisateur. Donc, dans le fond, l'Halloween a sa fête, Noël a sa fête, Pâques a sa fête. Puis tout le monde a son petit village, puis chaque village est responsable d'organiser la fête. Et on arrive le soir de l'Halloween et le village d'Halloween a scoré fort cette année-là. Et le directeur artistique du party, Jack Skellington, remet beaucoup, beaucoup en question son parcours de vie. Et il est en grosse crise existentielle. Une grosse crise existentielle. Et alors qu'il passe une très mauvaise soirée, il s'en va marcher dans le bois et il tombe sur les portes qui mènent aux autres villages. Et il se retrouve catapulté dans le village de Noël, qui est très, très effervescent à ce moment-là parce que c'est la prochaine fête qui s'en vient. Et il tombe en amour avec la fête et il fait « mais c'est donc ben hot, c'est ça que ça me prend comme défi. Cette année, c'est moi qui l'organise, cette fête-là. » La culture des autres, je me l'approprie. Exactement. C'était un quick peek sur l'appropriation culturelle avant le temps. C'est une mise en garde, en fait, des dérives de... Tu sais, quelqu'un qui me dit « je comprends pas c'est quoi l'appropriation culturelle », je pourrais lui dire « regarde Nightmare Before Christmas ». Totalement. C'est le textbook de... Tu peux être fasciné par les fêtes des autres, tu peux être fasciné par la culture des autres, tu peux embrasser cette culture-là, tu peux vouloir partager la culture des autres, mais c'est peut-être pas à toi qui comprend pas nécessairement les codes, qui comprend pas nécessairement comment tout fonctionne, de vouloir l'imposer aux autres. En effet, le plus gros problème qui s'ensuit dans l'histoire de Nightmare Before Christmas, c'est que les habitants de Halloween, déjà, ne comprennent absolument pas comment ça marche Noël, qu'est-ce qui est festif. Puis,
veut pas, ont une essence propre qui est de faire peur. Oui, oui, c'est ça. Donc, vous vous doutez bien, chers auditeurs, que ça se passera pas très bien, là, Mhm. l'organisation de la fête de Noël par les habitants d'Halloween. Puis, au final, c'est sûr que bon, c'est un film familial, donc il y a une grande réconciliation à la fin. Mhm. Toutefois, il y a des scènes vraiment très intenses. Euh, euh, Pas violente, là, mais disons assez traumatisante pour des jeunes enfants. Ouais, il y a une iconographie, je veux pas dire ben, douteuse dans le sens où ouais, tu regardes ça en disant est-ce que je montrerais ça à un enfant de 4 5 ans, comme ça a été mon cas d'ailleurs, je l'ai vu à 4 ans. Oui, tu as été traumatisé, toi. Ben, traumatisé, oui puis non. Je vais dire non parce que je l'ai revu à peu près peut-être un an plus tard, là, à peine, puis là j'ai vraiment embarqué dans la proposition. Mais c'est sûr que la première fois qu'on entre dans le village d'Halloween, ça peut faire excessivement peur comme séquence pour les tout petits, mais je veux dire, à un certain point, tu vois plus. euh, tu vois plus les personnages comme étant hideux, tu les vois comme étant beaux, chantants. Ils sont différents, mais ils ont quelque chose à apporter. Il y a une belle naïveté aussi dans tous les personnages de ce film-là. Là. Tout à fait. Puis on s'entend aussi que l'animation, image par image, ça amène un certain cachet. C'est Ah un film oui. qui a quand même pris visuellement 3 ans et demi à Mhm. concevoir. Et, euh, et le visuel, les personnages sont magnifiques, je veux dire, les textures, c'est incroyable. Il y a un des personnages de la ville d'Halloween, on dirait qu'il est fait en cire, il coule. Oui. Puis je veux dire, juste ça, tu fais, mais mon Dieu, ça a dû leur prendre, Dieu seul sait combien de temps. Et c'est réussi, c'est vivant. Puis c'est ça, tous les personnages sont. Les visuels de ce Mhm. film-là est absolument saisissant. Moi, ça a été le début de mon histoire d'amour avec les films d'esthétique aussi. Oui, ok, ouais, ouais, ouais. Je suis une très, très grande fan des esthétiques fortes au cinéma. Mhm. J'aime ça quand les réalisateurs se démarquent Oui. ou du moins les propositions. C'est drôle parce que, je vais quand même le mentionner, on associe beaucoup de Nightmare Before Christmas à Tim Burton parce que c'est lui qui était idéateur de l'histoire. Oui. Puis, ben, tu sais, C'est pas lui qui l'a réalisé quand c'est ça, il même. l'a pas réalisé. Mais tu sais, tout ce qui est l'aspect direction artistique, il a quand même chapeauté. C'est quand même son look, mais Oui, pour moi, c'est un travail. Tu sais, les deux pourraient être crédités, Henry Selick et Tim Burton, comme réalisateurs de ce film-là. Ou, complètement. tu sais, parce que c'est vraiment une paire qui a fonctionné. Tu sais, c'est un. Je sais pas, ils ont été touchés par la grâce de Dieu là, pour faire ce film-là, parce que toute l'iconographie à laquelle on associe Tim Burton est là, mais Oui. c'est ça, c'est réalisé de main de maître. Il y a pas une séquence de trop, je trouve, dans Non, absolument pas. Nightmare Before Christmas. C'est en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est un film si parfait, là, c'est que Mhm. euh, ça touche des thématiques très adultes pour un film familial. C'est justement une belle introduction des enfants à des concepts plus complexes, justement appropriation culturelle. Faut pas terroriser les gens puis les enlever pour le plaisir. Ça aussi, c'est quand même une grosse leçon de ce Oui. film-là, parce que bon, il y a un kidnapping de Père Noël dans ce film. Et Avec une chanson qui l'accompagne qui est très intéressante. très, oui, est très, très enjouée, puis c'est bien. Ah, les chansons sont vraiment bonnes. Mhm. Moi, écoute, à chaque année, ça me reste dans la tête. Je réécoute le film religieusement, moi, à l'Halloween et à Noël, Ouais. et les chansons me restent dans la tête pour un bon 2 semaines à chaque fois. C'est ça, c'est une leçon au niveau visuel. Il y a justement pas une séquence de trop. Euh, non, sérieusement, c'est un film bien balancé, Mhm. parfait. Puis c'est ça, une belle introduction là, pour les enfants là, au monde du cinéma, d'esthétique. Euh, puis il n'y a rien d'autre à dire à part Ouais. chanter une des chansons, je pense. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, pour un film pour enfants qui aborde justement des espèces de questions existentielles de OK, tout me réussit, mais je trouve que la vie est imparfaite, puis je me retrouve plus, j'avance plus. Tu sais, c'est quand même des thématiques que tu retrouves assez rarement dans du cinéma plus jeunesse, là, pour prendre le mot. Tu sais, En effet. ouais, ouais, non, non, pis c'est un beau personnage, Jack Skellington. Tu sais, je le trouve complexe, je le trouve, tu sais, qu'il peut autant avoir des espèces de grandes envolées lyriques, là. C'est un personnage de théâtre, là, tu sais, qui, Ouais.
qui part dans ses fantaisies. Je me demandais, ça occupe, tu sais, tu l'as dit, tu le regardes autant à Noël qu'à l'Halloween, ça occupe quelle place dans ta vie, les fêtes en général? C'est drôle parce que moi, les fêtes en général, je trouve ça très stressant. Hmm? Je suis pas vraiment. Il y a quelque chose que j'aime de Noël, mais mettons, mais c'est jamais les gros rassemblements, puis il faut acheter des cadeaux, puis le côté très consumériste de la fête en question. En fait, c'est ce que j'aime pas des fêtes, c'est exactement ça. C'est Hmm. le fait que c'est devenu maintenant des objets de consommation dans notre société. Puis c'est à qui va avoir la plus belle table, à qui va fêter le plus, à qui va mettre le plus de décorations, va acheter le plus de bonbons, va faire le Mhm. plus de flafla. Autant l'Halloween que Noël, que la Saint-Valentin, que name it. Euh, puis, euh, puis pour moi, c'est une grande source de stress. Je suis pas une grosse fêteuse. Euh, j'aime me retrouver avec les gens que j'aime dans ces moments-là. Ouais, C'est tout ce qui est important pour moi. exact. Tu parlais d'esthétique tantôt. Ton deuxième film, The Royal Tenenbaums, c'est un film de 2001. Oui. C'est avec Ben Stiller, Luke et Owen Wilson, Gwyneth Paltrow, Gene Hackman, Danny Glover, Angelica Houston, Bill Murray. La liste finit plus, là. C'est réalisé par Wes Anderson. Ouais, ils sont pas très bons, les acteurs, dans ce film-là, Non, mais d'abord. non, non, C'est non. juste, C'est- c'est juste comme les line-up de génie Oui, de Wes Anderson. Ou est-ce que c'est juste du monde vraiment hot qui joue dans un film ensemble? Tu sais, c'est comme, what are the odds? mhm. À chaque fois, c'est extraordinaire. Euh, ouais, Wes Anderson, c'est ça. Après ça, je peux pas dire que j'aime pas le cinéma d'esthétique. Je veux dire, Mhm. Wes Anderson. Euh, pour moi, déjà, c'est le gars qui a démocratisé une partie du cinéma Ouais. d'auteur pour les gens qui connaissent pas ça, le cinéma d'auteur. Mhm. Ce gars-là, il est important, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, qu'on trouve ça trop carré, trop convenu, puis qu'on a une palette de couleurs. Bon, euh, C'est très pastel, là. Tu sais, là, on est vraiment à l'inverse de Nightmare Before Christmas, où oh mon c'est Dieu, oui. noir, c'est gris et c'est blanc. Là, c'est toutes les couleurs pastel qui sont alignées comme dans un beau coffret de crayons Crayola, là. Exact. Ce sont ces films-là, pour Oui, ceux qui un en ont jamais vu. présentoir psycho, Oui, avec les tendances de l'année. C'est ce qu'un film de Wes Anderson est supposé évoquer au niveau de la palette de couleurs. Wes Puis, Anderson by Panettone. tellement. Puis, là, on parle de couleurs. Les gens sont pas calés en couleurs. On est désolé. Je suis moi-même daltonien. Hein. Tabarouette, pour vrai. C'est terrible. En tout cas, ben, pour toutes les gens qui sont pas capables de différencier jaune safran de jaune tournesol, mettons, là, on J'en s'excuse. suis. On s'excuse beaucoup. Et, euh, et donc, en fait, l'histoire de Royal Tenenbaum, c'est qu'on suit une famille, littéralement, alors que le patriarche va pas super bien, mais que personne n'est au courant. On le suit essayer de renouer avec ses enfants, avec qui ça a été plutôt compliqué parce qu'ils ont Mhm. des relations conflictuelles depuis leur enfance, là, les parents et les enfants. C'est pas une famille qui fonctionne bien. Non. Wes Anderson n'a pas l'habitude de nous montrer des familles qui fonctionnent bien non plus. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, dans ce film, c'est beaucoup de contre-emploi, on va se le dire. OK. Dans quel Gwyneth sens? Paltrow, moi, je savais pas qu'elle savait jouer avant ce film-là. Je pense qu'elle savait pas puis qu'elle sait plus, elle non plus. Non, elle a comme tout oublié après. C'était vraiment triste. Mhm. Elle a comme fait ce film-là, puis après ça, elle est redevenue l'actrice de comédie romantique un peu Ouais. bleue, là, tu sais. C'est cool Mais parce dans ce qu'elle elle joue une bombe, elle joue une fille ouais, avec du guts qui fume en cachette, qui perd un bout de doigt puis qui le cache à sa famille, qui revient mariée, puis on l'a pas vu ouais. pendant des années, puis elle a un Avec un passé vieux trouble. bonhomme, puis c'est comme Oui. juste pour faire chier tout le monde, en fait. Oh, oui, c'est ça. Puis elle se met de l'espèce de. Tu sais, elle est pastel, mais elle se met du gros maquillage noir autour des yeux, là. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans En tout cas, moi, Mhm. j'étais impressionnée. Ben Stiller aussi là-dedans, Oui. qui joue quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on lui connaissait à ce moment-là dans sa Mhm. carrière. Parce que Oh, oui. par après, il a fait des films où il était euh, beaucoup plus intérieur, puis où Oui. il a commencé à
Mais je veux dire, à cette époque-là, Ben Stiller, c'était C'était slapstick, les Zoolander, là. comédies. Zoolander, c'est ça. Ça C'était enlève rien à Zoolander. Zoolander, qui est une très très bonne comédie, mais là, c'est Mon qu'on Dieu, que c'est drôle. on le voyait en père de famille, démoli par la mort de sa femme, puis qui fait faire des exercices d'incendie à ses fils, à deux fils jumeaux à genre 3 heures du matin. Ouais. On a 12 secondes pour sortir de la maison, go, go, go. Juste parce que leur mère est décédée dans un incendie, Ouais. c'est d'une tristesse. Puis au départ, c'est présenté, la première scène, moi, ça m'a marqué beaucoup, de Hmm? l'exercice de feu. C'est Oui, présenté comme quelque chose d'un peu goofy. oui, Et on ouais, pense qu'on ouais. s'en va là. On pense qu'on s'en va dans il est un peu coucou dans la tête, mais c'est goofy. Et là, après, on voit que ça part d'une réelle souffrance, que ce gars-là, il a perdu sa femme dans un incendie, puis ça l'a fucké. Mhm. Puis Puis, ces deux enfants-là, quand ils rencontrent leur grand-père se dit: Hey, c'est tellement de la boîte vos exercices, c'est tellement de la boîte de vivre dans un monde où t'as tout le temps peur. Venez-vous-en, on va s'accrocher après des voitures en mouvement, c'est malade. puis on va commencer à jouer avec des pétards, puis on va commencer à être plus bum, là. C'est au grand désespoir du personnage de Ben Stiller, puis il s'habille dans une espèce de combinaison Adidas rouge. Rouge. Ses Ah, enfants. les enfants, ils ont la même. C'est extraordinaire. Hey. Sont peignés avec le même afro. Ah, c'est tellement, c'est cute, mais c'est tellement triste en même temps. Ouais. Puis en fait, tous ces personnages-là, en fait, qui sont ni noirs ni blancs, c'est aussi quelque chose de bien intéressant Ouais. quand. Moi, je me rappelle d'avoir vu ce film-là, j'étais sortir de l'adolescence, j'entrais presque dans l'âge adulte. Mhm. Et pour moi, ça venait vraiment faire une scission entre les films d'enfance qui sont très, très manichéens, où il y a Ouais. le bien, le mal, tout le monde est... Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont nuancés dans ce genre de film. Mhm. Tout à fait. C'était... tu sais, déjà de voir dans The Nightmare Before Christmas un personnage qui devient méchant juste parce qu'il n'est pas bien à l'intérieur, mais qui n'a jamais Ouais. voulu faire le mal, c'est déjà une grosse affaire. La plupart des films pour enfants, des films familiaux, c'est pas ça qui se passe. Là. Les personnages Mhm. sont vraiment très, très bons ou mauvais. Puis là, dans The Royal Tenenbaums, pour moi, jeune femme, ce qui se passait pour la première fois, c'était « Oh, tous ces personnages sont beaucoup plus nuancés. » Oui, oui, oui. Les gens vivent des choses, ça influence la manière dont ils agissent avec les autres personnes autour d'eux, Ouais. puis à quelque part, tout est justifiable dans leurs actions. Puis en même temps, il y a des choses qui sont dures à pardonner dans les relations entre le père et ses enfants adultes. Il y a une espèce d'incommunicabilité à certains moments parce que ce qui est arrivé. On ne peut pas juste tout effacer puis recommencer. Mhm. Puis, ouais, c'est ça, parce que, tu sais, si je reviens juste au personnage de Gene Hackman, qui est le grand-père, tu sais, de l'extérieur, ça a l'air d'un gars cool qui fait des activités un peu weird avec ses petits-enfants, mais qui a juste l'air du grand-papa cool. Mm-hmm. Mais quand t'es à l'intérieur de cette dynamique familiale-là, puis que c'est un père qui a abandonné tout le monde, qui a juste laissé sa femme, puis qui a juste laissé ses enfants, qui sont tous des overachievers, là. Le personnage de Luke Wilson là-dedans, c'est un champion de tennis. Tennis professionnel, oui. C'est ça, tu sais, puis c'est tous des gens avec énormément de talent. Euh, Puis tu te dis, mais comment des gens aussi touchés par la grâce, touchés par le talent, peuvent avoir une espèce de vie de misère, tu sais. Puis je trouve que Mm-hmm. ça l'explore bien. Ça fait pas la misère des riches non plus. Non, exactement. Parce que c'est quand même une famille aisée là, dans le film. Oui, oui, oui. Mais oui, non, ça fait pas la misère des riches. Ça fait juste. C'est ça. À un moment donné, faut être là. Non, c'est ça. Puis ma question par Faut rapport à juste être ça, là. ouais, tu l'as dit, tu sais, chez vous, c'était beaucoup la musique, tu sais, ta mère Oui, est dans la chorale de l'orchestre symphonique. oui, ma mère a une carrière de chant classique C'est là, ça, ton frère partie de fait sa du vie. théâtre. Oui, Toi-même, t'es devenue comédienne et humoriste. Ton père oui, était enseignant de sciences politiques. oui. Il y a quand même des liens à faire entre la famille Tenenbaum et la tienne d'une certaine façon. J'ai l'impression, en tout cas, de mon point de vue. Mais je me demande justement, c'est comment pour toi, petite fille à l'époque, qui grandit dans cette espèce de milieu-là effervescent? Euh, c'est compliqué. Ouais.
Ouais, c'est compliqué parce que oui, c'est compliqué. C'est drôle, c'est vraiment une question qu'on m'a jamais posée. Je trouve ça super intéressant. Euh, j'ai à un certain moment, euh, j'ai beaucoup manqué euh, de, euh, d'introspection Hmm? et on m'a pas montré comment être introspective non plus. OK. J'ai jamais manqué de rien, enfant, là. Ouais, ouais, Jamais, ouais. jamais, jamais. J'ai jamais manqué d'amour. J'ai grandi dans une maison avec de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et financièrement, j'ai toujours été bien. Mais euh, quand est venu le temps de trouver ce qui, moi, me branchait pour vrai, ça a été difficile parce que on m'avait jamais appris à me poser même la question qu'est-ce que t'aimes? Parce que Mhm. moi, j'ai toujours été pas mal douée dans tout. Ça peut paraître prétentieux, là, mais moi, j'ai jamais eu de problème à l'école, j'ai jamais eu Ouais. de problème j'ai toujours performé. On parlait Oui, d'overachievement. oui, J'ai oui. toujours été cette personne. Oui, je me Ouais, suis ouais. identifiée à ces personnages-là aussi à un certain moment dans Mhm. ma vie. Oui, puis Parce que, j'imagine justement le personnage de Gwyneth Paltrow dans le film a pu être toi à un certain moment dans ta vie, là. ah Ou oui, peut-être. mon Dieu, Ouais, oui. ok. Oui, 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 Ok. oui, vraiment, vraiment. C'est une identification tout à fait juste. Euh, puis, euh, puis, en fait, c'est ça. Moi, je me suis retrouvée à un moment donné, dans le milieu de ma vingtaine, à pleurer dans le bureau d'une psy en faisant mais mon Dieu, j'ai 27 ans, je sais pas ce que j'aime. Hmm. Parce je me suis jamais même posé la question. J'étais bonne dans ça, Ouais. j'ai fait ça. Je me suis pas posé la question pourquoi j'allais faire ça. Quelles étaient les qualités reliées même au choix de carrière que j'avais envisagé. Puis au final, c'est dans la trentaine, moi, que j'ai décidé de faire de l'humour. Puis en fait, si j'avais appris à me poser les bonnes questions au moment de choisir une formation de type universitaire, j'aurais probablement choisi l'humour avec les critères de mais qu'est-ce que t'aimes toi, Isabelle? Oui, 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 oui. Puis c'est une chose qu'on m'a pas apprise, mais en même temps, c'est là aussi que, pour revenir au film, parce qu'il faut Ouais. bien boucler des boucles, euh, c'est là aussi que, à un moment donné, tu peux pas en vouloir à tes parents d'avoir fait le gros possible Mhm. avec les cartes qu'ils avaient dans les mains. Ouais. Euh, Tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mes parents non plus n'ont pas cette capacité nécessairement de décortiquer comme il faut, de savoir dans quoi, ce qu'ils aiment et dans quoi ils sont doués. Euh, bon, je pense que c'est un problème qu'on a juste perpétué de génération en Ouais. génération, peut-être. En fait, d'aussi loin que on pratique un métier qu'on aime aussi, parce que veut pas, je veux dire, c'est quand même assez récent, hein, cette chose-là de aller à l'université dans un domaine qui te tente, là. Exactement. Oui, non, on devient C'est un plus autre curé ou sujet, là, mais notaire, là. ouais, c'est ça. C'est un autre sujet, mais bon. Euh, Fait que oui, dans ce film-là, il y a aussi ça à retenir dans Ouais. The Royal Tenenbaums, c'est que ce père, tout aussi imparfait qu'il était, a vraiment fait ce qu'il pouvait avec ce Mhm. qu'il avait. Ouais. Oui, oui, puis qui a accepté ses propres limitations par rapport à ses propres enfants à un moment donné, puis ce qui amène Mhm. des dérapages ou ce qui amène... Ah ouais, non, non, c'est un Oui, très, très grand film. Ouais, c'est vraiment à voir. Vraiment. Ton... c'est drôle parce que c'est un peu un coming of age, Oui, puis mais dans la on le soixantaine. soupçonne pas. Ouais, ouais, on Oui, le puis soupçonne pas je comme veux juste ça. dire que le personnage de Gene Hackman, justement, il s'y prend de la pire façon. Il revient voir sa famille après, tu sais, 20-25 ans après les avoir vus en disant j'ai le cancer, je vais mourir. Puis Oui, en partant, c'est un mensonge. oui, c'est c'est vraiment jusqu'à Mais quel point tu peux, genre, mess up, tu sais. c'est ça. Ton troisième film, on y arrive, c'est Arrival de Denis Villeneuve. Pas nécessairement un film Oui. avec une esthétique aussi forte là, qu'un Nightmare ou qu'un Royal Tenenbaum, mais où l'esthétique du langage est partie prenante du film. Comment t'apprends à Oui. découvrir une nouvelle langue avec ses codes, avec ses formes, avec ses traits, ses accents, puis tout ça. Euh, pour faire rapidement l'histoire, c'est une linguiste qui se retrouve en contact avec des extraterrestres qui sont débarqués sur la Terre et qui doit vérifier est-ce que vos intentions sont des intentions guerrières ou des intentions de paix.
Puis en découvrant leur langage, elle découvre un pouvoir insoupçonné. Pourquoi est-ce que ce film-là te parle? Euh, Mon Dieu. Par où commencer? C'est un film, déjà, quand le film a fini, moi, je l'ai vu en cinéma, je l'ai vu en Mhm. salle, euh, puis quand le film s'est terminé, je me rappelle déjà que j'étais en larmes et je me rappelle ne pas avoir été capable de bouger pendant un bon petit moment Mhm. parce que j'étais bouleversée. Ouais. C'est, euh, c'est un film qui euh, est bouleversant parce que c'est la rencontre de l'autre, donc Mhm. l'extraterrestre, qui provoque une réflexion par rapport à ses propres choix de vie euh, et sa propre réalité. Parce que Ouais. l'enjeu du film est à savoir si je savais ce qui peut se passer, est-ce que je prendrais les mêmes décisions? Mhm. Ça reste une des grandes questions de ce film-là. Mhm. Parce que bon, il y a tout un truc avec la temporalité là, à la fin, là, pour ceux qui n'ont pas vu, là, je ne vais pas spoiler abondamment, là, Ouais, ouais. mais Mais la question du film, disons, c'est ça. C'est est-ce que tu entreprends ta vie de la même manière si tu sais ce qui s'en vient? ce qui s'en vient. Ouais. Et, euh, et c'est une grosse réflexion parce que nous, on ne sait pas ce qui s'en vient. Mhm. Euh, Fait qu'à quelque part, est-ce que ça vaut vraiment la peine de regretter tes décisions? C'est un film qui devient hyper philosophique, hyper vite. Tu sais, je veux Ouais. dire, c'est un peu étrange, ça, un gros vernis de films d'extraterrestres et en dessous, il y a un film philosophique, Mhm. littéralement. Et bon, déjà, je veux dire, c'est Amy Adams. Oui, qui est très très forte. Encore, on parlait. Est-ce qu'on a besoin de dire autre chose? C'est ça, puis on parlait de Gwyneth Paltrow qui a eu une épiphanie pour jouer magnifiquement bien. Je pense que Jeremy Renner dans ce film-là l'a eu de toute évidence, là. C'est Ah oui, ben une oui. des rares fois où est-ce qu'il, à mon avis, où est-ce qu'il a bien joué. Non, il était fantastique, Ouais. je dois l'avouer. Euh, puis en fait, euh, c'est ça. Je pense que c'est simplement la simplicité aussi de tout ça est bouleversant parce que souvent, dans les films de type, justement, Rencontre du troisième type, là, euh, ça devient énormément complexe et Mhm. ampoulé vraiment, vraiment vite. Et là, je me suis surprise pendant le film à un moment donné à me dire, mais mon Dieu, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que ça Ouais. cache autre chose? Et non, ça cache pas autre chose. Ouais. C'est à ce point-là pas complexe ce qui se passe entre elle et les aliens. Mhm. C'est une rencontre. Ouais. C'est des créatures qui se parlent. Mhm. C'est ultra méditatif et en même temps, on s'ennuie pas 30 fucking secondes. C'est Ouais, ouais. génial. C'est génial. Euh, ben aussi, ça fait un peu drôle parce que je veux dire, ça a été tourné au Québec en majeure partie. En Là. effet, ouais, ouais. C'est très drôle de voir des paysages connus. Oui, dans la région du bas du Dans la... fleuve, Oui, on voit, ben, c'est pas l'Université de Montréal dans le film, mais c'est tourné à l'Université de Montréal, puis n'importe qui est allé dans ces escaliers-là fait, ben oui, je reconnais très très bien ces lieux-là. mais oui, c'est vraiment particulier. C'est vraiment de voir, puis de voir autant de noms québécois au générique Ouais. aussi, c'est quand même chouette. C'est ça, je connais d'ailleurs un des gars qui a fait du motion capture pour une Ah des ouais. bébites. En tout cas, oui, c'est vraiment particulier. Euh, mais, mais ouais, c'est ça. C'est le côté méditatif, le côté philosophique, le fait que l'histoire euh, aurait pu être plus complexe et qu'elle ne l'est pas Mhm. volontairement. Euh, Puis bon, la brillance du jeu des acteurs, là, Ah oui, oui. c'est, euh, c'est franchement un film exceptionnel. Euh, puis en fait, si limpide que c'est difficile de s'étendre longtemps sur pourquoi c'est extraordinaire. C'est vraiment drôle Ouais, à ouais. dire, là, mais euh, c'est tellement clair quand tu le vois. Mhm. C'est du cinéma qui n'a pas besoin d'explication.
Oui, oui, puis c'est un film qu'on n'a pas envie de spoiler, là, pour ceux qui l'ont pas vu, mais tu sais, s'il y a Non! quelque chose qui est là, puis t'es comme... Ouais, ah non, non, écoute, je t'en parle, puis j'ai des frissons, tu sais, on a déjà un peu dit la question que le film pose, mais on n'a pas dit dans quelle mesure le film se la pose lui-même, Non, c'est... mais... Tu sais, je te, je te pose toi-même la question, si tu savais exactement tout ce qui allait venir dans ta vie, est-ce que tu voudrais avoir ce don-là, ce talent-là, d'une certaine manière? Oh mon Dieu, je sais pas. J'aime ça que ça soit une surprise. Ouais. Ouais, euh, je, 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 je sais pas, moi, j'ai un drôle de rapport avec le temps Mhm. qui passe parce que, bon, comme peut-être des gens le savent là, qui me suivent et qui me voient en spectacle, moi, je suis diabétique de Ouais. type 1. Ça fait 20 ans que j'ai le Mhm. diabète et ça fait 20 ans que je vis grosso modo sur du temps emprunté parce que, euh, parce que j'ai besoin d'insuline pour vivre à chaque fois que je mets quelque chose dans ma bouche. Ne Mhm. pensez pas à mal, je parle bien de nourriture. Bien sûr. Et, Et de nourriture et sucrée. ben, en fait, de nourriture, point. Là, il y a De des nourriture glucides point, dans tout ce qu'on effectivement. mange, ou à peu près. Là, il n'y a Ouais. pas beaucoup d'aliments qui n'en contiennent pas du tout. Fait que c'est pas le sucre, là, le problème avec le diabète, guys, c'est les glucides. Mon corps les absorbe pas. Mhm. Puis, pour ça, il faut que je m'injecte de l'insuline à peu près 4 à 5 fois par jour Ouais. depuis 20 ans. Et je suis encore là. Moi, le matin, je me réveille puis je suis comme, hey, yes, t'es pas dans le coma. C'est Ouais. extraordinaire. Une de Fait que, plus, là. oh oui, vraiment. Puis, c'est vraiment une journée à la fois, un repas à la fois, une activité sportive à la fois, une belle soirée romantique à la fois. C'est Ouais. tout est très une affaire après l'autre. Fait que pour moi, le temps qui passe, c'est juste dire merci à chaque seconde. Ouais. Puis ça a l'air quétaine dit de même, puis j'essaie de me tenir le plus loin possible de tout ce qui a l'air gourou du bonheur, Ouais. mais une minute à la fois, là, c'est vraiment une très belle manière de vivre sa vie. Effectivement. C'est ce que j'ai fini par apprendre. Ouais. Sur cette belle réflexion-là, pour vrai, je trouve ça très touchant ce que tu dis là. On va faire une courte pause, puis on va revenir avec quelque chose de moins le fun qui est non pas ton film que tu détestes, mais une trilogie, dans ce cas-ci, que tu détestes, mais on va finir en beauté avec l'homme de ta vie. Ah, presque, mais ouais, disons mon Hollywood crush. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jase de film avec ma super invitée Isabelle Sasseville, avec qui, en première partie, on a parlé des films de Royal Tenenbaum, The Nightmare Before Christmas et Arrival. Et là, on s'en va vers la trilogie qui t'a le plus marqué dans ta vie, une trilogie pour laquelle tu es fan et qui a été ruinée une vingtaine, trentaine d'années plus tard. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui voient où je m'en vais avec ça. Star Wars, épisode 1, 2 et 3, réalisé par George Lucas. Euh, Premièrement, parle-moi de ton amour de Star Wars. Pourquoi t'as accroché à ce point-là sur cet univers-là? Bon, moi, je devais avoir une dizaine d'années quand mes parents nous ont acheté les cassettes, Mhm. à moi et mon frère. C'était des cassettes dans une boîte en carton. Ouais. Et c'était la cassette dans une boîte en carton qui avait l'air la plus cheap au monde. Et on s'est dit, mais on va les écouter parce qu'on les a reçus en cadeau. Et Ouais. moi et mon frère, on est devenus soudainement les plus grands fans de Star Wars de tout Gatineau. Okay? De Et tout, de tout le quartier du Mont-Bleu, en tout cas. sainte, on est devenus là, des vrais fans et je veux dire,
on a regardé les films, je sais pas combien de fois. On a lu les livres. Tu sais, il y a du monde qui Ah se sont ouais. forcés le cul là, pour écrire des suites là, Ouais. à Star Wars. Là. Puis c'était hot, là. Et les livres, on les a lus, là. C'était une religion à la maison, OK? Puis je pense que, tu sais, quand tu parlais tantôt du côté manichéen des choses, là, dans Star Wars, on est pile dedans, là, On le est... bien, Oh oui, tout à mal. fait. Et la petite dimension spirituelle, là, que, tu sais, seuls des enfants des années 90 ont besoin dans leur vie, là. Ça, tu sais, c'était... toute l'imagerie là, qui emprunte des samouraïs jusqu'à... en tout cas, en fait, Star Wars, c'est le mash-up de patentes diverses de tous les pays du monde, le plus bien exécuté de sa génération. C'est comme si on avait pris tous les éléments les plus badass de la vie sur Terre et qu'on avait mis ça dans des films. C'est extraordinaire. Pour Effectivement. vrai, c'est vraiment extraordinaire. Et les effets spéciaux pour l'époque étaient fantastiques. Donc, comment ne pas accrocher des enfants de 10 ans? La princesse Leia, qui était comme mon héros féministe, ma première héroïne Bien féministe, sûr. c'était princesse Leia qui attendait pratiquement dans sa cellule Luke et Han Solo. Et quand Luke est rentré et elle disait en français, ils engagent des nains maintenant dans les commandos. C'était comme, oh wow, mais la phrase, tu sais. Fait que je pouvais pas aimer ce film. Donc là, on est à peu près en quelle année quand t'as 10 ans, tu découvres Star Wars, c'est ça, on est en quelle année? On est en 95 à peu près. 95, donc là, si je comprends bien... Mais pas à peu près, là, on est en 95. On est en Je suis dans 95. 85, faites les calculs, tout le monde. C'est ça, donc on est en 95. Oui. Et toi, pendant 4 ans, tu te nourris de Star Wars et j'imagine que... comment t'as découvert qu'il y avait un épisode 1 qui s'en venait au cinéma? Mais parce qu'il y avait des publicités partout à la télé et que du moment qu'il y avait le mot Star Wars dans une pub et la musique qu'on connaissait par cœur, on devenait complètement fou. On l'a attendu, là, ce film-là. On l'attendait. Ouais, pour l'anecdote, il y a des gens pas... qui allaient au cinéma voir, qui payaient un billet pour un film, sachant qu'il y avait la bande-annonce de Star Wars avant et qui quittaient la projection une fois que la bande-annonce était sortie. Je veux dire, ce film-là avait des promesses phénoménales. Oui. Et oui, et tous nos espoirs ont été rompus d'un coup. Hein? Tel un père semi-présent qui nous promet d'aller à Disney World et qui ne réalise jamais sa promesse. Puis finalement, il vous amène chez le dentiste. Ouais, non, un père semi-présent, un père présent t'amène chez le dentiste. Un père semi-présent, ça fait juste pas se pointer et t'envoyer un cadeau par la malle. Et c'est un peu comment je me suis sentie quand j'ai assisté à la projection d'épisode 1, comme si on m'avait envoyé un cadeau par la malle en me connaissant pas beaucoup. Guy, je vais te le dire de but en blanc, je me suis sentie trahie. OK, à ce point. Je me suis sentie trahie à beaucoup d'égards. Wow! Premièrement, en tant que femme, parce que je m'excuse, la princesse Amidala, là, what a fraud! Il n'y a rien de moins féministe que ce bonhomme-là, OK? Effectivement. Puis, pire que ça, épisodes 2 et 3 nous confirment absolument tout ça. C'est ça, t'es une reine puissante, tu fais des choses puissantes, mais n'importe quel bad boy en culotte de cuir est capable de ravir ton cœur, surtout s'il s'enligne pour devenir un des grands puissants seigneurs Sith. Qu'est-ce que c'est ça, Carlis? Excusez, j'ai sacré, mais c'est ça, c'est l'émotion. Ça, c'était décevant, déjà, beaucoup, beaucoup. Peut-être pas aussi décevant, par contre, que le jeu de Nathalie Portman, qui est une de ces actrices vraiment, vraiment fâchantes que le cul, parce que quand elle est bien dirigée, c'est la meilleure actrice du monde, et quand elle est pas dirigée ou mal dirigée, elle devient cette espèce de personnage de carton-pâte dans lequel on a envie de fesser brutalement dans la gorge. Oui, oui. Et tout le long d'épisode 1, j'ai eu beaucoup de fantasmes de violence à l'égard de Nathalie Portman qui figurait dans ce film sans vraiment être présente. On aurait dit qu'elle faisait sa liste d'épicerie. C'était ridicule. Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça,
le petit gars, il était pas bon, OK? Il y avait Mais pas... non. Il Pauvre était pas petit bon gars. comme un enfant pas bon. T'as un film hollywoodien entre les mains de plusieurs millions de dollars. C'est quoi coacher un enfant? Ouais. Oui, puis Tu sais, c'est des pas fois, comme si des bons enfants acteurs, c'est pas si commun, mais il y en a. Puis surtout à ce moment-là, je pense qu'à Hollywood, tu sais, il y avait déjà la culture des enfants qui jouent dans des films puis qui sont bons, tu sais, qu'on pense aux Goonies en partant, Stand Oui! By Me, qui avait déjà une dizaine d'années à peu près, ces films-là, mais je veux dire, il y a déjà cette culture-là, cette Hey, tradition-là come que... on! On a été capable de bien coacher Sophie Nélis dans Monsieur Lazare avec 30 piastres puis beaucoup d'amour. Mhm. D'ailleurs, je la connais, la coach, et elle fait un travail extraordinaire avec les enfants au Québec, OK. cette coach d'acteur-là. Elle s'appelle Félix Ross. Elle est fantastique. Hmm. Big love aux coachs d'enfants qui Oui, font que nos enfants sont super bons dans les films quand ils tout à sont fait. coachés. Et là, on assiste à Star Wars épisode 1 où le petit gars, ah, Ouais. il est juste pas bon. C'est absurde comment il est pas bon. Mhm. Et, et c'est fâchant aussi parce que, comme j'ai dit précédemment, il y a des gens qui se sont forcés le cul pour écrire des livres après, en faisant Mhm. référence à des choses qui s'étaient passées avant. Et dans les schémas de ce que Star Wars est devenu, on a complètement évacué les livres, autant ce qui était avant que ce qui était après, là, 7, 8, 9, etc., etc. Donc, je n'avais plus de repères et j'étais probablement la geek la mieux informée du cinéma, de quels repères j'aurais dû avoir, et je ne les avais plus. Ouais. Et les Midi-chlorians, là. Oui, on va faire une petite pause parce que dans Star Wars épisode 4, 5, 6, donc la trilogie d'origine, on nous a toujours appris que la Force était autour de nous, que la Force, on pouvait l'utiliser à bon ou à mauvais escient, mais qui était là à notre disposition. Oui, En gros, c'était ça. Puis un Jedi va apprendre à manier la Force et un Sith va apprendre à se servir de la Force pour le mal. En gros, c'est ça. en gros, c'est ça. Oui, oui. Ouais, Mais c'est quelque chose de spirituel auquel tout le monde a accès, mais tu as des individus qui sont plus réceptifs à cette chose. c'est ça. Et les Midi-chlorians, c'était comme si on disait que la Force était de la boîte, puis que dans le fond, c'était génétique. Ouais, et scientifique, alors que ça n'a Uh-huh. jamais été ça, whatsoever. Euh, Ça, déjà, ça venait tout bouleverser quelque chose qui est vraiment installé de manière ultra importante dans la trilogie de base, qui est 4, 5, 6. Mhm. Oui, puis je Et pense que c'est Obi-Wan Kenobi qui fait ce speech-là, là. C'est autour de oui, nous, ça nous entoure et tout ça, là. Puis c'est hyper oui, oui, solennel oui, comme oui. moment, là. En fait, c'est exactement le même personnage. En fait, le personnage de Ewan McGregor, Mhm. donc Obi-Wan Kenobi jeune, Ouais. c'est le personnage qui, dans la trilogie de fondatrice, donc dans l'épisode 4, est découvert par Luke Skywalker, Ouais. puis bon, qui est joué par Sir Alec Guinness. Ouais. Et, et là, c'est ça, tu as le personnage de, voyons, comment il s'appelle, là, Liam Neeson, Oui, oui, Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. Tu sais, je veux dire, c'est déjà cut and paste et samouraï, guys. Là. On peut-tu juste pas être Captain Obvious? Honnêtement, tout dans ce film-là est une source de frustration. Le CGI est bizarre parce Ouais. que en 1977, il n'y en avait pas de CGI. Fait que c'est toutes Mhm. des affaires gossées sur des fonds noirs avec des étoiles. Puis ça marchait super bien parce que tout le monde était bon. Puis là, ils mettent du CGI qui n'a pas rapport, mais on essaye de nous faire croire que ces films-là sont passés avant, alors que les technologies ne sont pas raccord. Déjà, Uh-huh. c'est fatigant. Et je m'en voudrais de ne pas parler de l'extraterrestre dans la pièce. Jar Jar. Jar Jar Binks, qui est Mhm. probablement le pire personnage de l'histoire du monde. Ouais, Il y a oui. d'ailleurs des fans sur Internet qui ont comme idée que Jar Jar Binks, c'était peut-être un Sith Lord vraiment Mhm. puissant qui était là pour saboter toute l'entreprise parce que c'était une espèce de lourdeau qui fait tout chier tout le temps, avec une voix suraiguë, puis des petits features cute là, pour essayer d'ameuter les enfants. C'est terrible, tout ça. Ouais. C'est terrible. Ça, c'est juste épisode 1. Oui. Là, après ça, dans l'épisode 2, il y a peut-être une scène de 45 minutes à la Fédération de commerce
où est-ce que à part le fait qu'ils sont 1250 millions de bébites dans un lieu, puis que toutes c'est genre toutes en colonne, puis ça a l'air d'un opéra où il y aurait juste des petites suites là, Ouais, des petits balcons partout. loges, là, des petits balcons. Loges, oui. Puis là, tout le monde peut sortir de là pour aller parler au monde qui sont dans le milieu. Puis là, à part là, show et off du CGI, cette scène-là sert à Ouais. C'est rien. dans cette scène-là qu'on voit E.T. Je sais Ça se pas, peut-tu? mais Ouais, je pense que c'est là qu'on voit E.T. en plus. Tu sais, ils il ont me vraiment semble que tout sacré. Il manque juste Alf puis Marvin the Martian, là, puis tout le monde est là. vraiment, c'est ridicule. Tous les petits martiens de Mars Attack, puis Bon, tu oui, non, vois, tous les extraterrestres que vous avez vus dans l'histoire du cinéma sont à ce conventum-là. ouais, c'est Sigourney Weaver, dans le fond, qui attend. C'est n'importe quoi. Puis, honnêtement, l'épisode 2, Excuse-moi, écoute, juste... non, mais, Il va falloir que je dise mon gang que j'ai en tête. Je suis désolé de t'interrompre sur ta lancée, mais vas-y, j'imagine juste, tu sais, tous les extraterrestres qui sont là, pis t'as juste quelqu'un qui dit, avez-vous vu Alf? Oui, Alf il est revenu, sous forme de Pog. oh, Excusez, oui, faut vraiment être fan des Simpsons ici pour comprendre oui, le en gag. effet, il est revenu sous forme de Pog. Oh, tellement, oh Excusez. mon Dieu. Oh. Non, fallait que tu le dises. Je suis désolée, mais tu sais, c'est genre, faut que ça sorte les blagues. Oh oui, oh oui. Les paroles de drôle, faut que ça sorte. Mais sérieusement, c'est juste l'épisode 2 là, de Star Wars, là, je suis allée, je te mens pas, je suis allée 2 fois au cinéma Ok. essayer de le regarder. Je Mhm. suis sortie avant la fin les 2 fois. Ouais. La deuxième fois, je m'étais endormie. Ça, c'est l'attaque des clones? Ouais, j'ai comme pogné la fin sur TQS à un moment donné ou TV. Je sais plus qui a acheté cette marde-là, là, mais en tout cas, j'ai pogné à TV à un moment donné la fin. Le troisième, je suis pas allée le voir en salle. Je l'ai vu justement avec un mauvais doublage francophone à la télé. Il n'y a pas grand-chose de plus risible que quand Hayden Christensen en homme tronc est sur le bord de crever dans une rivière de lave là, avant de devenir Darth Vader. C'est drôle. C'est juste drôle. Tu sais, des fois, je disais au début que je riais d'un film d'horreur, puis beaucoup d'affaires inappropriées, moi, me font rire. Et ça, là, hey, j'ai rire de même. La fois d'après où j'ai ri comme ça, c'est quand j'ai vu les vampires qui shinaient dans Twilight. Ouais. Mais j'ai quand même terrible. L'aspect pour lequel je vais lancer des fleurs à Star Wars, je trouve que Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi a le charisme qu'il faut pour le jouer. Oui, mais tu sais, Ewan McGregor, c'est aussi le gars dans Moulin Rouge que tout le monde faisait il acte bien pour un chanteur. Non, c'est l'inverse, je pense. C'est le gars qui réussit absolument tout ce qu'il touche, tout le temps. Ouais, parce que là, il fait une série télé ou un nouveau film, je sais pas, sur Obi-Wan. Puis, tu sais, il est comme entre je suis un gars dans la fin vingtaine, début trentaine qui joue Obi-Wan et je suis rendu à l'âge d'Alec Guinness quand il l'a joué. Il est comme entre les deux, puis je trouve que ça risque de toucher une petite perfection, là. Ça va probablement être extraordinaire, Ouais. mais c'est ça, mais c'est parce que c'est lui, tu sais. Ce gars-là, même avec une mauvaise direction d'acteur. Parce que, tu sais, George Lucas, c'est pas un grand réalisateur. Non, c'est ça. Tu sais, puis... même avec une mauvaise direction, il va être bon, là. C'est ça. Puis, tu sais, dans le premier, tu sais, t'as Liam Neeson qui est un excellent acteur, mais là, qui a le charisme d'une théière, là. Il est juste là avec sa face, qui regarde autour. Okay, ouais. J'espère que le suit va faire la job. C'est Liam Neeson. Oui. Peut-être, c'est tout ce qui manque peut-être dans cette trilogie-là. Quoi? Il manque peut-être de Will Ferrell. Oh, la vie manque de Will Ferrell. Parce que encore là, c'est pas ton plaisir coupable. En fait, oui, Will Ferrell est ton plaisir coupable. L'homme est ton plaisir coupable. Ah, mon Dieu, oui. Donc, sa filmographie par association, et s'il y en a un qui a fait un peu de la dope dans sa vie, c'est Will Ferrell. Quelques moments d'extase, là, les Anchorman, Lego Movie, Step Brothers, Talladega Nights, c'est tous des excellents films, mais tu sais, t'as tous les Kicking and Screaming à côté, pis tout c'est semi-pro et de ce monde, là. Il y a quelque chose de fascinant dans Will Ferrell, c'est que même si les choix
ses choix d'interprète sont parfois douteux en termes de projet. Il réussit toujours à être complètement ridicule. Oui. Au-delà de tout complexe. Ce gars-là fait n'importe quoi devant une caméra et ça marche. C'est ça, il s'abandonne complètement. Mais, même si c'est pas bon, il Non, va puis il fait, mais regarde, all in. c'est ça, c'est comme, oui, ok, il faut que je joue une scène où un ballon de basketball me rentre dans les couilles puis que pendant que je fais un dunk, ouais, j'y vais. Ouais. Pas de trouble, puis je vais crier, ok. C'est vraiment ce gars-là. Mettons tous les costumes dans Blades of Glory. Oui. Tout ça, le patin artistique, déjà, ça n'avait pas de maudit bon sens. Ce gars-là a réussi à rendre ça encore plus drôle que ça l'est déjà sur papier. Comment tu veux? C'est... non, il est fantastique. Il est fabuleux. Ouais. C'est franchement... Moi, je me rappelle même pas dans quel film j'ai découvert ce gars-là. J'ai juste fait « You know what? Toi, je t'aime. Parce que tu le trouves beau. Parce que tu trouves que c'est un sex symbole. Je trouve qu'il est vraiment cute aussi. Mais il y a quelque chose de... En tout cas, je sais pas. Déjà, moi, n'importe qui a vu mon chum va pouvoir confirmer. Là, moi, les grands gars qui sont vraiment brillants, mais qui sont capables d'avoir l'air de calices de grands dadais, moi, ça, vraiment, ça vient me chercher. Puis il y a quelque chose avec Will Ferrell, je sais pas, j'ai toujours pensé que ça venait du fait qu'il a les yeux un petit peu rapprochés. Puis la distance des yeux fait qu'il a comme l'air d'un petit chiot. Puis il y a quelque chose là-dedans qui vient me chercher. Je sais pas, c'est à mi-chemin entre l'instinct maternel puis les complexes d'Édipe pas réglés. Là. Je sais pas d'où ça part. Si tu as une performance ou un film de Will Ferrell qui, à ton avis, qui doit absolument être vu, ce serait lequel? Juste un! T'es pas fin! Je sais, mais c'est un podcast de choix ici. Mettons juste un, là, faut voir Anchorman. Anchorman. C'est vraiment un must, Anchorman, parce qu'en fait, c'est de la grosse comédie goofy à l'os, et en même temps, ben oui, il y a un propos social, toi. Oui. Ça te revient en pleine face au moment où tu t'y attends le moins. Entre une remarque salace et un solo de flûte traversière. Je dois le spécifier. Oui. Moi, j'ai joué de la flûte traversière comme une grosse nerd pendant 4 ans et demi quand j'étais adolescente. Et honnêtement, là, le solo de flûte, ça m'a rentré dedans, là, quelque chose de concret. J'aime beaucoup la scène où il fait l'amour avec Vanessa Corningstone, qui est sa collègue. Oui. Et que ça devient un dessin animé style Mary Poppins. Ah oui. Ils sont tous les deux sur des chevaux animés en criant « Nous faisons l'amour! » C'est tellement drôle. Sérieusement, il y a tellement de scènes ridicules dans ce film, mais mon Dieu que ça fait du bien. C'est vraiment très drôle. J'aimerais, par exemple, faire une petite parenthèse. Oui. Puis Will Ferrell a fait vraiment beaucoup de caméos dans sa vie. Aussi, sans être le personnage principal du film apparu. Et un qui vaut vraiment la peine, c'est dans le film The Producers. Oui. Où il joue un soldat nazi rapatrié aux États-Unis, en fait caché aux États-Unis, qui a écrit une comédie musicale sur le Troisième Reich qui s'appelle Springtime for Hitler. Qui est supposé être le navet qui va rendre les producers célèbres, mais lui est vraiment sérieux dans sa démarche. Moi, je me dis toujours, tant qu'à avoir un personnage caricatural avec un accent franchement raciste être interprété au cinéma, mieux vaut que ce soit par Will Ferrell. Ouais. Moi, si j'ai une recommandation d'un film de Will Ferrell à faire, c'est un TV movie qui s'appelle A Deadly Adoption. C'est un Lifetime movie avec Kristen Wiig. Les deux, c'est des anciens du Saturday Night Live, mais tu sais, les films du Lifetime, tous les Lifetime movies, c'est un peu Lifetime, c'est l'équivalent du canal Vie. Oui. C'est toujours des films avec des espèces d'histoires de un couple qui s'entre-déchire parce qu'une nouvelle femme entre dans le couple, il faut qu'il y ait un meurtre à un moment donné ou qu'un personnage se suicide. Tu sais, c'est de l'espèce de gros mélodrame mal tourné. C'est du mélodrame basé sur des histoires vraies, des fois, là, entre gros guillemets. Oui. C'est des affaires
début de soirée ou de fin d'après-midi, là. Exact. Puis l'histoire de A Deadly Adoption, c'est un couple qui essaie d'avoir un enfant, puis ça marche pas. Donc, elles prennent une femme comme mère porteuse. Et l'homme tombe évidemment amoureux de cette femme-là. Et ensemble, c'est est-ce qu'ils vont tuer ou pas la femme pour s'enfuir avec l'enfant. Et c'est joué par Will Ferrell et Kristen Wiig comme si... Ben, ils sont sincères, ils sont honnêtes dans le jeu. Ils essaient pas de rendre ça comme si c'était une blague. Ils essayent pas de la jouer de façon Il joue pour caricaturale. vrai, là. C'est Ils vraiment... le jouent pour vrai. Puis c'est tellement déroutant à voir. Puis Will Ferrell, là, tu sais, c'est un gars qui a toujours été un peu blond-roux, là, Oui. frisé, puis Silver Fox depuis 5-6 ans. Mhm. Mais là, ils t'y ont mis des cheveux noirs, avec une grosse moumoute de barbe super noire, puis tu sais, qui sort les pires répliques au monde, mais écoute, ils sont rentrés là-dedans, puis tu fais, ok, mais je comprends que c'est une joke. En le regardant, tu comprends que la joke viendra jamais, puis qu'ils vont jamais se retourner vers la caméra pour dire, guys, on le sait. Fait qu'ils vont vraiment, encore là, une notion d'abandon total. Fait que moi, si j'ai un film avec Will Ferrell que vous devez absolument voir pour être dérouté par cet acteur-là et par Kristen Wiig aussi, c'est A Deadly Adoption. Vraiment. Oui. Dernier fait cocasse peut-être Oui. à propos de Will Ferrell. Will Ferrell tourne aussi en espagnol. Moi, c'est quelque chose qui m'a... quand j'ai appris ça, là... La casa de mi padre, là. Oh mon Dieu, mais quand j'ai appris qu'il tournait en espagnol, puis je veux dire, c'est déjà, en fait, il montrait un extrait à un moment donné dans une entrevue qu'il a donné. Will Ferrell donne beaucoup d'entrevues à Conan O'Brien. Oui. Si vous avez aussi peu de temps, que vous n'avez pas le temps de voir un film et que vous voulez être diverti, allez voir une des entrevues de Will Ferrell avec Conan O'Brien sur YouTube. C'est extraordinaire. Totalement. C'est vraiment des grands moments. Et à un moment donné, il montrait un extrait vraiment et il fait un méchant espagnol. C'est fantastique. Il a une fanbase au Mexique, là, genre. Et c'est toujours des films de type un peu de telenovela, là. Tu sais, n'importe qui d'autre ferait ça, tu ferais, ouais, c'est un peu raciste, mais venant de Will Ferrell, tu sais que il connaît l'espagnol, il connaît son Mexique, il est proche des communautés mexicaines, les Mexicains sont comme, oui, Will Ferrell, c'est notre héros. Oui, ben il fait ça, justement, il fait pas... c'est pas niaiseux, là, en ce sens que il est approché pour tourner en espagnol, Ouais. il apprend le script en espagnol, il va faire les mêmes films niaiseux qu'il fait aux États-Unis en anglais, en espagnol, au Mexique, puis c'est ça, c'est tout, encore le même Will plein d'autodérision, puis all-in dans ses propositions. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est fait dans le total respect de cette affaire-là. Tu sais, limite, il joue tout le temps un peu le gringo de service. Oui. Puis, mon Dieu que c'est drôle. En tout cas, mais ça m'a fasciné. Ça me rappelle, en fait, à quel point c'est un être extraordinaire, capable de s'adapter Vraiment. à la langue du pays où il travaille. Vraiment. Puis qui est capable d'une grande autodérision aussi, là. Je veux dire, il a fait... le film est vraiment mauvais, là, mais le film de Between Two Ferns... Oh mon Dieu, oui. Où est-ce qu'il arrive en disant « Je suis Will Ferrell, le boss de Funny or Die. » Puis si vous n'allez pas... Tu sais, il fait l'espèce de méchant boss qui va faire de la coke, mais il dit « Je suis Will Ferrell, puis je m'en vais faire de la poudre dans les toilettes. » Vraiment, en fait, il joue le jerk, tu sais, puis le gars qui se prend vraiment pour un autre et à qui le succès a monté à la tête, alors qu'il est visiblement pas du tout comme ça. C'est ça. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, si ça a été un plaisir de te recevoir, vraiment, vraiment. Un plaisir partagé. Tellement content de tout ce qu'on s'est dit. Si les auditeurs veulent te retrouver sur les réseaux sociaux, veulent suivre #secrétariarc, où doivent-ils aller? Bon, Facebook, Isabelle Sasseville, j'ai une page artiste. Et sur Instagram, Isabelle, barre de soulignement, donc _ Sasseville. C'est ça. Si vous voyez une photo d'une fille là, qui a des grosses lunettes et un trop gros sourire, c'est moi. et c'est ça. J'essaie de poster régulièrement là, pour le plus grand plaisir de tout le monde. Fait que c'est ça. Suivez-moi. Venez me voir en spectacle quand ce sera le temps. Et c'est Carpe Diem. Oui. Voilà.
Génial, là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Isabelle Sasseville, on a Jasé de film.